bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 20 février 2024 et vous le savez, les planteurs de canne de Guadeloupe sont en colère et la situation sociale risque de se dégrader ces prochains jours. En plein bras de fer avec les institutions pour la revalorisation du prix d'achat, les agriculteurs menacent purement et simplement de bloquer l'île, une méthode de revendication souvent décriée. Alors nous sommes partis à votre rencontre prendre la température. Regardez. Bon, ça ne peut rien changer rien, puisque nous, les hommes politiques, n'ont pas fait travail à eux déjà. Ils là, ils mènent nous à la baguette et nous, là, nous avons suivre tout ça, ils vont faire. Et nous ne pouvons arriver à rien, puisque c'est seulement hier. Pour ça, avant, c'est bloquer route là. Mais là, on bloque, on bloque l'eau malheureux. Et l'économie là, ils parlent encore, ils parlent pays là encore. Bon, ça ne m'a pas répondre d'autres butins encore. Hein. Chaque monde n'a qu'à penser qu'on y offre, mais en même temps, ça n'a pas qu'à arranger les bonnes qui travaillent parce que nous ni journée nous à gagner, nous ni tout monde nous ni vie en nous et ça a marché aussi si ça allait à nous, alors ça n'a pas qu'à arranger nous. Je dirais que c'est un peu compliqué, je le comprends, mais à ce moment-là, ne pas aller au travail aussi, ça m'embête aussi. Comme l'expression, on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs, donc ça a du sens. Donc quand avec le dialogue, il n'y a pas de solution, on est malheureusement, on est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Pourquoi bloquer les gens qui ont mangé l'argent, nous, c'est nous qui bloquer. Ils ont l'aise à eux, nous avons de l'eau sale, ils ont un bon petit de l'eau à eux, ils ont table, ils ont mangé ça, ils ont voyagé, ils ont fait ça, ils s'en foutent de nous. C'est eux qui ont été bloqués. À la casa, bloquer eux et laisser des 3 semaines les journaux parce que l'argent nous avons gagné là, c'est pour nous payer un impôt, nous ne pouvons pas manger. Je comprends parfaitement que ça peut gêner les Guadeloupéens. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, si ça peut arriver à avoir une solution, enfin en tout cas, ça peut aboutir à une solution, ben, c'est tant mieux. Et notez en bref que le feuilleton se poursuit dans l'affaire Lambert. Le bailleur qui avait récupéré sa maison à Lamentin s'est vu convoqué devant la justice cet après-midi. Son ex-locataire, M. Melon, a sollicité un référé d'heure en heure pour réintégrer le logement immédiatement. Une requête rejetée par le tribunal qui jugera l'affaire le 19 mars prochain. Et à Trois-Rivières, des locataires de la cité Cacaoyer, eux, dénoncent l'insalubrité de logements dans lesquels ils résident. Entre fissures et infiltration d'eau, Maëva a vu son habitat se dégrader à vitesse grand V. C'est sans compter les moisissures qui ont rendu sa fille malade. Le reportage d'Olivier Félix. Je vis à Trois-Rivières, dans la cité Cacaoyer. Et ça fait 1 an et 2 mois qu'on m'a donné ce logement. Sauf que même pas 2 mois arrivés dans la maison, on a commencé à avoir des problèmes de salubrité, de la moisissure, des taches de moisissure sur les murs, des fissures sur les murs. Au début, je me suis dit que c'était la peinture qui sortait. Sauf que petit à petit, ça s'est empiré. J'ai constaté que ma fille, elle dormait très mal le soir, elle toussait, elle avait du mal à respirer, elle sifflait. Toutes les 2 semaines, elle atterrissait aux urgences, donc on lui donnait des traitements. Elle est hospitalisée peut-être pendant 4-5 jours, des fois même 1 semaine. J'ai fini par aller voir un allergologue qui l'a déclarée asthmatique. Et petit à petit, ça s'est vraiment empiré. Du coup, ils ont dû la mettre sous traitement, sous 3 traitements. Elle a 3 ans et demi. Mais là, on est arrivé à un stade où elle ne peut plus dormir dans sa chambre. Entre la moisissure, l'humidité, le pipi de chauve-souris, les infiltrations d'eau, c'est impossible pour elle de dormir dans sa chambre, en fait. Donc, on a dû se réunir dans une seule chambre. Concrètement, on vit sur 2 pièces, le salon et une chambre. Même ma cuisine, je n'ose même plus cuisiner dedans parce que ça me dégoûte. C'est horrible. J'ai envoyé des photos, les certificats médicaux des médecins. J'ai déjà été les voir, envoyer des mails, envoyer des courriers au niveau de la SIG, mais rien n'a été fait. On m'a dit de refaire une demande de logement. Ce que j'ai fait, ça fait déjà 9 mois.
Après avoir eu tous les diagnostics de l'allergologue, etc., qui lui-même m'a dit que les traitements n'étaient pas assez forts pour ma fille, mais qu'elle était trop petite pour augmenter, mais qu'il fallait vraiment changer d'environnement, que ça devenait urgent pour elle. Ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour faire la constatation des dégâts, voir pourquoi il y a des infiltrations d'eau, etc. Ça fait un mois que j'attends. La semaine dernière, ils m'ont proposé 2 logements. Sauf que lorsque j'ai été faire le tour et que j'ai été questionner les personnes qui vivaient dans la résidence, ils m'ont fait comprendre clairement qu'ils vivaient eux-mêmes infiltration d'eau par le toit, moisissure, inondation lors de mauvais temps. Je me suis dit que je ne peux pas quitter un logement pour me retrouver dans un autre logement invivable, pour me retrouver dans la même situation. Moi, aujourd'hui, j'agis, mais je ne suis pas la seule, puisque mes voisins, ils vivent la même chose. Nous avons fait une pétition l'année dernière. Nous étions 24 à avoir signé la pétition. Jusqu'à maintenant, personne n'est venu faire des constatations des dégâts. Personne. J'ai l'impression d'être abandonné. Pas plus tard que hier, j'ai appelé la CEMAG pour leur expliquer un peu ce qui se passe, est-ce qu'ils ont un logement à me proposer. La dame a dit clairement, j'ai déjà un logement, je ne suis pas prioritaire. On fait quoi de la santé de ma fille? On fait quoi de ma santé? Parce que la moisissure, c'est quelque chose qui ne joue pas, surtout sur la santé, qui peut donner des cancers et toutes sortes d'autres maladies. Et pour un enfant qui est déjà asthmatique, c'est très dangereux. Et je ne comprends pas pourquoi personne ne réagit, pourquoi personne ne fait quelque chose pour nous. Entre les conflits entre les bailleurs et leurs locataires et les vols de terre en ce moment, effectivement, on ne sait plus où donner de la tête. Et trop longtemps restés dans l'hésitation, les élus locaux doivent maintenant s'empresser de statuer sur l'évolution institutionnelle de l'archipel. À défaut, le gouvernement prendra la main et décidera tant pour la collectivité unique que pour la gestion de l'octroi de mer. Une politique pour les Guadeloupéens, mais sans eux. Regardez. C'est vrai que nous avons poursuivi le travail. Pourquoi? Tout simplement parce que cette réflexion est menée au plan national et qu'on ne peut pas être absent, sinon c'est Paris qui va décider à la place des Guadeloupéens. Donc nous sommes obligés de réfléchir par rapport à une révision constitutionnelle. Si le chef de l'État décide de la faire, il y a des jours où on nous dit oui, il y a d'autres jours où on nous dit c'est pas possible, mais en tout état de cause, nous devons nous préparer. Donc cette question doit être abordée de manière à ce qu'on dise très précisément comment pourrait se faire la fusion 73-74. Et puis, si effectivement il n'y a pas de révision constitutionnelle, par rapport à toutes les propositions que nous avons faites dans le cadre du CIOM, du Comité interministériel de l'Outre-mer, nous devons regarder si on peut faire évoluer les choses dans le cadre de l'article 73 au travers de l'habilitation, de l'adaptation des normes pour que nous ayons beaucoup plus d'efficience dans les politiques publiques parce qu'il y a un enchevêtrement des compétences qui fait que même si on veut, on n'y arrive pas dans le délai pour lequel les Guadeloupéens attendent de nous une réaction immédiate. Donc ce travail, nous devons le faire et c'est l'objet aussi des différents ateliers, d'être dans cet équilibre, de se préparer au cas où et être force de proposition au travers effectivement des résolutions qui seront des résolutions définitives lors du prochain congrès qui aura lieu dans les 6 mois. La deuxième résolution du dernier congrès a été découpée en 7 ateliers avec des élus responsables de chaque atelier, avec le concours donc, des experts de nos universitaires. Et d'ailleurs, je les remercie de leur présence aujourd'hui, de cette contribution pour permettre que d'ici quelques semaines, que nous puissions avoir un congrès avec des propositions claires et fermes. Ce que nous voulons aussi, c'est une large concertation au-delà du travail réalisé par les élus, par les experts, mais aussi la population. Donc, dès début du mois de mars, nous allons organiser donc, des forums. Nous allons mettre aussi à la disposition de la population un site internet, kanoucafé.com. Et bien sûr, nous allons rencontrer tous les partis politiques, une quinzaine de partis politiques, sur chaque thème pour chaque atelier. Et qui permettrait en quelque sorte que nous puissions définir une fusion ou une création d'une collectivité unique. Qu'est-ce que c'est? L'intercommunalité, concernant la fiscalité, ce que nous voulons, quel type d'autonomie fiscale ou pas, notre rapport avec l'Europe, les symboles de la Guadeloupe, drapeau, hymne, donc tous ces éléments seront débattus tout au long de ces différentes semaines avec la population, avec les experts, avec les organisations politiques et ensuite un congrès.
Et aux abîmes, les élus se penchent sur des orientations budgétaires de la ville. Parmi les gros dossiers figurent les nouveaux pôles administratifs de Chazot et Boivin, la réhabilitation du stade René-Serge Nabajot ou encore le budget vert. Le reportage de Charlie Dagonia. C'est un moment important, les débats d'orientation budgétaire, car c'est le travail de l'ensemble des élus et des administratifs de la ville des Abîmes pour proposer à la ville, je dis, et aux habitants des projets nouveaux. Et je voudrais cette année dire à la population que notre débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans la démarche que nous avons souhaitée lors de notre élection. Et aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui leur dire que nous nous tournons vers le monde rural, car nous avions promis des pôles administratifs à Chazot et à Boivin. Eh bien, ça fait partie des orientations budgétaires de cette année, mais aussi dans le cadre de nos... Vous savez, la ville des Abîmes est une ville sportive. Eh bien, la réhabilitation de notre équipement sportif, le stade René-Serge Nabajot, mais aussi la réalisation du gymnase, tout ceci s'inscrit dans cette démarche où la ville des Abîmes a souhaité, dès le départ, mettre le monde sportif au cœur de son action. Mais par ailleurs, vous savez, il est important aussi que nous continuions nos travaux en matière d'amélioration du cadre de vie. Il s'agit de la poursuite des actions en matière de réhabilitation des routes, mais aussi en matière d'environnement. Et comme vous le savez, le maire des Abîmes, Éric Jalton, a toujours souhaité que la ville des Abîmes s'inscrive dans le développement durable. Eh bien, c'est tous ensemble, en 2024, nous travaillerons à la construction de cette belle ville des Abîmes que nous voulons tous et que nous souhaitons qu'elle puisse continuer à aller vers l'excellence. Pour réussir la transition écologique, pour inscrire dans nos politiques publiques l'action que nous voulons dans ce domaine, eh bien, nous appuyons sur notre budget vert qui nous permet justement de mesurer les impacts de nos actions dans ce domaine. La ville de Morne-à-l'Eau, elle, entend faciliter la vie des aidants familiaux. L'idée est simple, les épauler au mieux pour qu'ils continuent à s'occuper au quotidien de leurs proches dépendants, handicapés ou malades. Regardez. Nous avons le maire Jean Bardaille et l'ensemble du conseil municipal, à travers le Centre communal d'action sociale, nous avons vu la nécessité vraiment d'aider les aidants. C'est tellement pointu, c'est tellement vaste que je pense que il est nécessaire que cette formation ait lieu. En fait, c'est une première réunion d'information pour une série d'informations qui est destinée à aider les aidants dans leur quotidien avec des parents qui sont malades, qui sont en perte d'autonomie et qui perdent un petit peu leur indépendance. Donc c'est une charge physique et mentale assez lourde pour les personnes qui accompagnent leurs parents. Et souvent, on n'est pas préparé du tout. On a l'impression qu'on sait au départ parce que les maladies sont évolutives, donc au début c'est peut-être un peu facile et au fur et à mesure on découvre que la charge devient de plus en plus difficile à mesure que les malades se dégradent. Là, la famille rurale, notre association, on est là pour leur permettre d'avoir un répit, récupérer, prendre en charge la personne qui est aidante et la personne aussi aidée. Mettre en place des ateliers de mémoire, des ateliers cognitifs, des ateliers de répit, des ateliers de bien-être pour pouvoir permettre à ces personnes de souffler, de mieux affronter les difficultés, la maladie de la personne qui est aidée. On se retrouve entre aidants, donc on sait qu'on se comprend, on sait que chacun vit à peu près les mêmes difficultés. Et ensuite, on a des experts comme l'association Famille Rurale, par exemple, ou le CCAS qui organise avec la commune de Morne-à-l'Eau cet événement. On est pris en charge par des experts qui connaissent précisément toutes les difficultés qu'on rencontre et qui, plus que la connaissance, nous apportent des solutions. Et ça, c'est inespéré pour nous.
psychologiquement, ça nous apporte de l'espoir et en même temps, ça nous apporte des solutions. Donc, on peut retrouver, on en parlait tout à l'heure, on arrive souvent déprimé, on arrive avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir, et puis on peut en ressortir avec un peu de sourire, un peu d'espoir, parce qu'on nous apporte des solutions, encore une fois. En tout cas, félicitations et un grand merci à toutes ces personnes dévouées. La commune de Déhay figure parmi les finalistes du plus beau village de France. Un honneur pour ce territoire qui espère décrocher le titre. On écoute Madame le maire. C'est un grand plaisir pour moi, mais j'ai constaté aussi une grosse fierté pour toute la population qui, dans sa grande majorité, est très contente de voir que Déhay est retenu comme village en lice pour obtenir ce prestigieux prix. On n'a pas travaillé pour ça, on a simplement, mes prédécesseurs ont su préserver le caractère authentique de la commune de Déhay, et nous, les différentes équipes que j'ai eu à conduire, on a amplifié et on a essayé de magnifier et d'introduire de l'innovation en gardant à Déhay son âme, qui est son authenticité, sa tradition. J'invite tous les Déhésiens, les Guadeloupéens, mais tout l'outre-mer, comme ils disent, hors hexagone, à voter, parce que c'est la commune de l'outre-mer qui va représenter cette année. Et j'espère que nous ferons aussi bien, sinon mieux que Terre de Haut, puisque Terre de Haut était ici à la 2e place. Donc nous ferons tout, et je crois que les Guadeloupéens aussi feront tout pour que nous puissions obtenir le meilleur score. Un reportage de Maxime Morel. Et on part maintenant pour l'inauguration des nouveaux tableaux d'affichage du transport public à Bouillante. Il faut permettre à tout un chacun, quelle que soit sa situation, de pouvoir se déplacer. Et donc c'est dans ce sens que depuis de la nouvelle gouvernance, on essaie de tout mettre, les équipements qui permettent en tout cas aux voyageurs de pouvoir se déplacer dans les conditions les meilleures, en gros. Là, on a les informations voyageurs, donc pour que les gens puissent connaître les horaires des bus, ne pas trop attendre, savoir s'il y a un bus, s'il y a de la circulation, s'il y a du retard. On a l'application smartphone qui permet depuis chez soi d'avoir des informations sur le réseau, l'ensemble du réseau, depuis Bouillante jusqu'à Trois-Rivières, en passant par Terre de Haut et Terre de Bas. On a aussi la billettique qui permet aussi de s'assurer que il n'y a pas de fraude, que la tarification elle est bien celle qui doit être payée par chacun. Donc oui, ce sont des équipements pour moderniser le transport chez nous et faire en sorte qu'il soit plus attractif, parce que c'est le déplacement, c'est la mobilité qui permet aussi du développement économique, du développement social, de la cohésion, parce que les personnes âgées peuvent se déplacer plus facilement, etc. etc. Aujourd'hui, c'est Bouillante avec son totem. C'est un point d'information en temps réel. Donc l'usager, c'est l'heure de départ, l'heure de retour. Ça lui permet de s'organiser, de ne pas attendre des heures indéfinies. Quand vous avez un panneau qui vous permet, ou voire même une application qui vous permet de savoir le bus sur l'itinéraire qu'on veut utiliser, il est à tel endroit, il va arriver à là où je veux le prendre à telle heure, ça facilite la vie. Ça évite de venir et d'attendre inutilement. Ça évite de se déplacer et perdre du temps. Donc ça permet d'organiser, de préparer son déplacement. Et c'est tout bénef, en fait. Une très bonne traçabilité, puisqu'en complément de ce totem, il y a aussi dans le véhicule la billettique, qui permet aussi à la CSGC d'avoir un regard sur le nombre de passagers pour encore améliorer le service. Et pour nous, transporteurs aussi, une visibilité dans ce qui est fait sur nos lignes. Le transport, en tout cas, qu'on développe sur le Grand Sud Caraïbe, c'est avant tout pour les populations locales, les personnes âgées, les personnes qui sont isolées, parce qu'il s'agit de faciliter la mobilité, de faciliter le déplacement des uns et des autres, quelle que soit la situation sociale des gens. Puisqu'on sait bien que sur nos territoires, on a un territoire qui est fragile socialement et économiquement. Donc il faut mettre des conditions pour que les gens puissent se déplacer facilement à des coûts qui soient soutenables. Un reportage signé Gérard Loiseau.
Et notez que suite à un contrôle de dopage positif, Isaor Ratibus dit avoir été exposé aujourd'hui par contamination. Suspendue depuis le 8 février dernier, l'escrimeuse ne remet pas en cause les résultats et renonce à l'analyse d'un échantillon B. Dans un communiqué, la fleurettiste reconnaît avoir été exposée malgré elle à de l'ostarine, un produit permettant d'augmenter la masse musculaire. Pour autant, elle nie s'être administré la moindre substance dopante et indique avoir déjà identifié la source probable de cette contamination. À 156 jours des JO, l'athlète se lance donc dans une course contre la montre pour prouver son innocence. En cas contraire, elle sera privée de compétition. Et avant de se quitter, on fait un retour sur la 10e édition de l'Ultra Trace de Guadeloupe. Il y avait 4 catégories, le 100 km, le 55, le 25 et le 10 km. Le reportage. Ça consistait à faire 55 km, 1700 mètres de dénivelé. Donc je savais très bien ce qui m'attendait. Au départ, j'ai vu que je n'étais pas en grande forme, mais j'ai pris mon rythme et puis c'est passé quoi. Donc il y a eu des périodes un peu difficiles, mais bon, comme chaque pas nous rapproche de l'arrivée, on se dit, quand on regarde le chronomètre, on se dit bon, on va arriver on va faire moins de 12 heures, donc c'était un peu l'objectif, donc objectif atteint. Cette édition, le parcours a légèrement été modifié parce que l'année dernière c'était un 47 km. Et cette année, c'est un 55 km, vu que ça fait 10 ans que ça existe, en fait, l'UTG. Alors là, ils ont rallongé un petit peu le parcours. Mais après, ils ont rajouté des petits bouts, mais le parcours, c'est pratiquement le même que les années précédentes, en fait. Déjà, c'est une course qui permet, je trouve personnellement, de voir tous les environnements en fait, qu'on peut trouver en Guadeloupe. Avec de la montagne, avec des plages, avec des parties un peu plus rocailleuses, beaucoup de boue, beaucoup de racines, beaucoup la jungle en fait. Et donc c'est super à ce niveau-là. Et c'est vrai que le format à la distance c'est aussi un beau challenge, donc ça permet d'allier différents éléments motivants on va dire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information, à savoir que le feuilleton se poursuit dans l'affaire Lambert. Le bailleur qui avait récupéré sa maison s'est vu convoqué devant la justice cet après-midi. Son ex-locataire, M. Melon, a sollicité un référé d'heure en heure pour réintégrer le logement immédiatement. Une requête rejetée par le tribunal qui jugera l'affaire le 19 mars prochain. Une bonne soirée en tout cas à vous sur Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Bisous à tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal, le focus, ce sera après la coupure pub. On va parler notamment du mois de l'Afrique. On recevra Sarah Ndiaye, présidente de Guadalioud. Elle anime un atelier justement d'écriture cinématographique demain. On parlera du lien avec le panafricanisme. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Jimmy, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Marie Rouana, bonsoir à Talia Mdor, bonsoir à Raphaëla Duflo, bonsoir à Pamela Vernet, bonsoir au général Franck Abar, à Géna Gior, bonsoir à Agnès Bolmain, à Viviane Coton, bonsoir à Raphaëla Duflo, à Marie-André Cavaillon, bonsoir également à Joyce Gabo, bonsoir à Ghislaine Calif, bonsoir également à Marichou Ballonade, bonsoir à Lydia Luce. Bon, vous parlez de DE. Bon, j'ai vu qu'il y a un petit débat sur DE. Oui, il y a beaucoup, on va dire entre guillemets, de blancs dans le reportage, forcément, puisque DE, ville touristique, n'est-il pas? J'étais encore ce week-end, puisque DE est quand même une magnifique commune, ça il faut le reconnaître. Bon, après, pour leur histoire de concours, ça c'est une autre chose, n'est-ce pas? Il y a matière à débat. D'ailleurs, vous allez devoir débourser pour pouvoir gagner, puisque ce sont des votes par SMS. On nous connaît un petit peu là-dessus aussi. Mais en tout cas, en ce qui concerne le paysage de DF, forcément, ville touristique, donc, résultat. Après, si vous parlez du foncier et des acquisitions foncières qui se font
ne serait-ce que de Déhay ou bien sur toute la côte sous le vent, et on a particulièrement des zones comme Baïf par exemple. Ça mérite un autre débat. On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, il faudra qu'on le traite dans tous les cas. Bonsoir à Patricia de Normandie, bonsoir à Ginger Wine, à Gilberte Montagne, bonsoir à qui d'autre, je ne sais pas si j'ai dit bonsoir à Aaron Preston. Et qu'est-ce passé? J'espère que tu vas bien. Bonsoir à Claudie Girard, bonsoir à qui d'autre, bonsoir. Quelle polémique encore vous avez pris là? Oui, sur l'affaire de Monsieur Lambert, oui, j'ai reçu un petit coup de téléphone aujourd'hui. J'étais même pas au courant en fait qu'il comparaissait à 14h aujourd'hui. Donc j'ai été aussi surpris que vous de la demande de Monsieur Melon qui effectivement souhaite visiblement réintégrer le logement, et d'autant plus que Monsieur Melon a aussi écrit un courrier adressé au préfet de Guadeloupe et demandant la dissolution du LCDM. Donc le groupe effectivement d'Hubert Kaba est particulièrement visé dans cette affaire également, affaire à suivre. On recevra l'avocat de Monsieur Lambert, forcément. On cherchera à contacter aussi le nouvel avocat de Monsieur Melon, puisque visiblement il a changé d'avocat entre-temps. Bonsoir à Perle de Caruquera. Bonsoir. Ah, je crois que je suis en train de dépasser. Coupure pub, on se retrouve après.